Alors, bonjour à toutes et à tous. Depuis la COP28 qui cette année se déroule à Dubaï et aujourd'hui nous sommes le SIAM, euh, physiquement présent dans le bureau de la coalition méditerranéenne, une coalition méditerranéenne qui a été initiée par l'Union pour la Méditerranée justement pour porter les enjeux spécifiques à la Méditerranée durant les COP. Aujourd'hui, on a un webinaire sur une thématique vraiment importante pour notre région méditerranéenne, qui est l'économie bleue méditerranéenne face au changement climatique. Et alors, on va avoir un débat, une discussion avec le secrétaire général du SIAM, M. Teodoro Miano, le directeur du SIAM de Montpellier, M. Thierry Dupeuble, et le directeur du SIAM Saragossa, M. Raoul Campes. Et on va échanger sur les transitions nécessaires et les moyens pour une meilleure durabilité, une plus grande durabilité et résilience aussi de cette mer méditerranéenne au travers des activités de l'économie bleue. Alors, l'économie bleue, elle regroupe l'ensemble des activités humaines dépendantes de la mer et ou soutenues par les interactions terre et mer. Elle inclut notamment les secteurs industriels et de services comme l'aquaculture, la pêche, les biotechnologies bleues, le tourisme côtier et maritime, bien évidemment, ou enfin le transport maritime. Pardon. Donc, la région méditerranéenne, elle abrite une économie bleue dont la valeur totale, alors selon les derniers chiffres du plan bleu, est estimée à 5 milliards, non, 5 000 milliards de dollars et génère une valeur économique annuelle de 450 milliards de dollars. Donc, c'est un secteur qui pèse, qui est important. L'économie bleue en Méditerranée pèse, mais elle participe aussi au rayonnement de la région. Et on attend, enfin, tous les indicateurs, les experts estiment qu'on attend une forte croissance encore de ce secteur dans les années à venir. Alors, simultanément, en même temps, la mer Méditerranée, on le sait, c'est un écosystème extrêmement fragile, soumis à différentes pressions. La surpêche, la pollution, la pêche illégale aussi, la dégradation des côtes, sans oublier tous les effets du changement climatique sur la mer Méditerranée, dont certains effets sont connus comme l'acidification, l'augmentation de la température du niveau de la mer, l'augmentation de la température et le niveau de la mer, ou enfin les pertes des ressources, de la biodiversité et des habitats. Et donc, tous ces éléments menacent sérieusement l'avenir de cet espace. Les scientifiques, on le sait, estiment que le changement climatique en Méditerranée sera un des plus radicaux dans le monde. Ils nous alertent aussi sur ce qu'ils appellent des incendies sous-marins en mer Méditerranée. Et donc, ce débat va essayer de proposer, de discuter aussi des transitions nécessaires pour que cette économie bleue soit plus durable, plus inclusive et capable aussi d'être une contribution positive au développement de la région méditerranéenne. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au secrétaire général du SIAM, donc M. Teodoro Miano. Il va déjà nous expliquer pourquoi l'économie bleue durable est un sujet pour le SIAM, et ensuite nous expliquer quel rôle peuvent jouer les villes portuaires et côtières méditerranéennes dans ces transitions. Voilà. Thank you very much, Mrs. Seguira. I think that it's part of our origin, it's part of our nature, the fact of considering the Mediterranean as the most important place in the planet for developing our activities. And this is mainly because what we call the sea among the lands is one of the most important hotspots for many aspects of the planet. We're talking about climate crisis, in terms of human climatic issues, environmental issues, and so on. It's one of the spots where the impact of climate changes will be stronger, more evident in the next year with respect to the rest of the activity. Now, see between the lands, it's the fact that we believe strongly in the connection between agricultural, rural activities, so the activity of the territories, and the connection with the sea and with the water for a number of reasons, historical reasons,
travel, trades, and the changes of the people and goods in the past. So the cost, therefore, the relationship between the sea and land, it's extremely important. And in the Mediterranean area, the ports are, the places where most of the activity are located for a number of reasons. Communities develop around the ports, they develop closely in connection with the trades or the primary production that is occurring in the land, or the primary production that is occurring in the sea. Of course, as our general view, we kind of tend to respect and to protect the heritage, the tradition, the local community actions in order to have fragile and vulnerable communities that can be more resilient in terms of irrespective of the changes that are. How do we do that? We do that with different means. The colleagues later will mention something about, but we do that through educational program, we do that through scientific activity, and we do that through cooperation programs. Cooperation programs, science and education links together all the population that the countries, the communities that live around our important sea system. I was saying why the action of SIAM in respect to the rural economy is important, because if you go and read what is one of the most important sustainable development goal, which is the 14, we tend to conserve and sustainably use oceans, seas, and marine resources for sustainable development. This is really a frame within our action is land. There are many projects that SIAM has. Again, the colleagues will mention some of them, some of the approaches, but we have a number of projects that have been developing around small and medium and big harbors, but also along the coast. Just to mention a project that we have implemented in Tunisia is a project that enable the local population to have available a number of piers and points on the remote areas of the coast where they can land. So the small fisheries, small boats can land and transfer the product to go to the market. Or we've done implementation of custom activities where the food coming for trades from the sea to the land and vice versa can be inspected, tested, analyzed, also together with the network of laboratories that we have in the app. So this is some of the activity we do. At last, I'd like to say that we do have also a sort of social and cultural dimension, because we have implemented in different places the idea of building let's say a museum approach to the port activity. So to imagine a port, like it's really a concentration of human activities, connecting the cultural aspect, heritage, tradition, and of course, production of goods, trades, and everything else. So it is a sort of multi-stakeholder idea of having a community on the coast working, together between the land and the sea. And the last point I want to make is the idea that we have been launched using the worldwide marathon to linked to the farmer market system in order to connect all the coastal activities, all the ports of the planet. Actually, it was really a worldwide marathon that we launched as a first experiment, and this is an idea that we can develop in the future for the Mediterranean. So thank you very much. C'est très intéressant, et le fait de mettre au cœur de ces dynamiques les villes portuaires et de les penser aussi comme un réseau en Méditerranée est vraiment très prometteur et en tout cas très inspirant. Merci. Je vais donner maintenant la parole au directeur du SIAM Saragossa, Raoul Campes, puisque vous, à l'Institut Saragossa, vous avez une offre très riche de formation, de projets de renforcement de capacité des acteurs sur la pêche et l'aquaculture. Vous pouvez nous en dire un mot et ensuite peut-être présenter un projet plus particulièrement.
Bon, merci beaucoup, c'est un plaisir de faire partie de ce groupe de l'équipe en directeur du CIEM pour expliquer un peu ce qu'on fait en général et en particulier chez nous pour développer notre mission de coopération dans le domaine de l'économie bleue. Ça semble un peu paradoxal, mais nous à Saragosse, qui est dans la Méditerranée continentale, si vous voulez, depuis longtemps, depuis l'origine presque, on a travaillé, on a créé déjà un capital intellectuel, académique important en termes de production en pêche et culture en même temps. Ce qu'on a fait, lorsqu'à Saragosse, on n'avait pas les moyens, évidemment, on a cherché des partenaires. On a trouvé des universités espagnoles qui avaient les moyens, qui avaient des profs qui étaient sur place. Et on a créé avec eux le master qui sont des références à niveau méditerranéen, international. Il y a un master, on a un master avec l'université de Alicante. On avait commencé avec l'université de Barcelone, autonome de Barcelone, mais ils ont quitté le master. Et puis on a trouvé le partenariat avec l'université d'Alicante, avec le support de la FAO. C'est un constat important. On a eu toujours l'appui de la FAO. Pour la FAO, la pêche est très importante. En général, la Méditerranée est encore plus importante parce qu'ils sont une espèce d'activité pour laquelle ils ont créé la Commission générale de la Méditerranée. On offre à l'Alicante un master sur la pêche soutenable, durable. D'accord? Il faut préciser que vous avez des étudiants de tout le pourtour méditerranéen et au-delà aussi. Absolument, Internationaux. absolument. C'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a une priorité pour les étudiants qui viennent de la Méditerranée. Puis, il y a un master équivalent pour l'aléoutique, pour la production de fermes. C'est un peu discuté, mais quand même, on ne peut pas nourrir, on ne peut pas satisfaire la demande de pêche seulement avec la pêche sauvage. Donc, il faut produire l'aléoutique. On a essayé de trouver un partenaire qui soit un peu spécialiste dans la Méditerranée. On ne l'a pas trouvé. On l'a fait avec l'université de Las Palmas de Gran Canaria, dans les îles Canaries. Hein. Le modèle est le même, un master science de tout le sang, pour former les techniciens dans le pays de la Méditerranée ont besoin pour maîtriser, pour gérer mieux le processus, leur projet de pêche et d'agriculture. Donc, c'est ça un peu, si vous voulez, ce sont les deux piliers sur lesquels on a construit toute une offre très large, très variée de activités académiques plutôt vers la formation, la création des capacités, à travers de 2 masters, et tous les 100 on fait en même temps à peu près 2 cours avancés, un cours d'une semaine de duration avec un sujet chacun différent, toujours essayant de trouver quels sont les éléments que les professionnels demandent pour se mettre au jour. Hein. On le fait aussi avec l'appui du ministère de l'Agriculture espagnol. Il y a une secrétariat générale pour la pêche spécialisée, donc on travaille aussi avec eux. Et puis, on est très actifs, si vous voulez, plus tard, on peut expliquer avec des projets européens. On partage des projets européens avec nos collègues de Paris, par exemple. On a fait un projet ensemble, l'esprit de collaboration entre nos instituts. Nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec, parce qu'il y a une spécialisation. Là, ils sont peut-être un peu plus penchés vers ce qui est le développement de son côtière. Nous sommes un peu plus très peut-être spécialisés dans ce qui est la pêche, l'agriculture, mais quand même, finalement, on arrive à s'entendre bien. Donc, pour nous, c'est un champ à continuer à développer. Il y a des pays de la Méditerranée qui veulent améliorer sa production halieutique. Donc, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le technicien, ils n'ont pas les experts ils sont besoin pour ça. Ça, c'est clair que la Méditerranée, en général, la pêche, la Méditerranée, c'est surexploité. Donc, on ne peut pas imaginer augmenter la production, la pêche, sans mettre en péril l'équilibre, les écosystèmes. Donc, la seule façon durable pour augmenter la capacité de production, c'est à travers de l'aléoutique. Et l'aléoutique doit être très bien maîtrisée, parce que sinon il y a des risques. Si c'est comme l'agriculture intensive, si on se met trop, s'il n'y a pas les connaissances, on peut créer des problèmes
du point de vue environnemental. Donc, c'est très important que du début, ces pays, surtout pour les pays qui sont en train de commencer maintenant à développer, comment dire, son secteur, avoir le meilleur technique, le meilleur règle du jeu pour éviter que ce soit un autre cas de, comment dire, d'augmentation de la production, et puis qu'il y a une crise due à ce fait externe négatif. Donc, nous avons là une responsabilité, mais nous pouvons être une partie de la solution dans le secteur qu'on est. Merci. Alors, vous avez évoqué des besoins de formation. Vous avez identifié des besoins assez spécifiques en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qui vous remonte, vous, des pays, éventuellement de la rive sud de la Méditerranée, en termes de besoins de formation? Justement, lors de la célébration du 60e anniversaire, ici, on a fait à Alicante, on a dédié à Alicante une journée justement pour mettre un peu en commun les résultats d'une enquête qui a été développée par le groupe Corporate qui a été créé auparavant et qui a travaillé dans le cadre institut. Il y a quelqu'un qui est relativement spécialisé et puis on a eu l'opportunité de parler avec les agences pour savoir exactement quels sont un peu les besoins en termes de formation, de création des capacités. Le premier constat, c'est que dans la plupart des pays du Sud, manque la formation. C'est très basique, ça n'existe pas vraiment une formation spécifique, donc tout est valable, parce qu'il n'y a pas. Et puis, il y a au moins, je dirais, au moins 6 champs d'intérêt pour la plupart des pays, pour améliorer, disons, sa capacité de développer un secteur durable. C'est la partie génétique, c'est la partie alimentation, c'est la partie système de production. Il y a la partie qui s'appelle aussi industrie 5.0, comme le reste de l'agriculture. Et puis, il y a aussi le développement de nouvelles espèces, de nouveaux produits de finalement. D'un côté, on peut faire énormément de choses pour améliorer la production, mais en même temps, et comme ça précis, c'est qu'il faut contrôler mieux. Il y a un problème de gouvernance. Mentionné tout à l'heure, sur la pêche illégale, il y a je dirais pas de bonnes pratiques. Il faut changer un peu le policier, il faut changer un peu la capacité du gouvernement pour contrôler mieux. Dans la pêche, c'est critical et l'Union européenne, par exemple, a appris comment il a fallu, par exemple, dans l'Atlantique Nord, il a fallu créer une gouvernance spécifique pour éviter l'épuisement de certaines espèces. Parce que sinon, c'est un champ où on voit, si on laisse l'effort du marché agir librement, finalement, on arrive à un collapse. Donc, la partie régulation, la partie surveillance, la partie contrôle, savoir exactement quelle est l'évolution des espèces, ce n'est pas si évident que de faire dans la surface. Donc là, il y a aussi un champ de formation, des outils, des contrôles, des surveillance, de recherche qui est énorme. Parce qu'on ne connaît pas très bien quels sont finalement les stocks disponibles. Il y a de plus en plus de capacités, mais il faut les amener vers la Méditerranée, qui a été un peu, si vous voulez, par rapport à l'Atlantique Nord, il a été un peu laissé de côté parce que c'est une industrie qui n'a pas généré la dernière décennie le même volume de production, même si c'est très traditionnel pour le pays méditerranéen. Notre secrétaire général l'a dit tout à l'heure, mais il faut investir. Comment dire, le rôle que nous pouvons faire là, c'est énorme, c'était dans tous ces domaines que je mentionne. Voilà. Merci beaucoup. Et j'imagine que comme d'autres secteurs, il y a aussi la question de la collecte des données, la production des données, le partage des données au niveau de la Méditerranée, la région. Quelque chose aussi sur lequel le SIAM est très engagé, d'essayer en tout cas de créer des espaces où ces informations peuvent être partagées et connues. Merci. Je vais donner la parole à M. Thierry Ducoq, le directeur de SIAM Montpellier. Et alors, vous allez nous expliquer que l'économie bleue, c'est aussi des activités qui traitent les pollutions, qui essayent de restaurer la qualité de l'eau et des écosystèmes marins. Vous avez un projet tout particulier à présenter. Oui, je vais évoquer effectivement une des activités que vous n'avez pas citées, Yasmine, tout à l'heure, dans l'énoncé de l'ensemble des activités couvertes par l'économie bleue. En fait, ça dépend peut-être un peu des sources, mais la BIRD, la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement l'évoque clairement comme un enjeu aussi de l'économie bleue, c'est en l'occurrence lutter contre ce qui fragilise la Méditerranée et en particulier les pollutions et parmi celles-ci, une pollution qui frappe toutes les mers, One Ocean, dit-on maintenant, mais et qui est la pollution par les plastiques. Et je vais évoquer ce que cette pollution peut effectivement engendrer comme économie, comme activité économique qui participe donc de l'économie bleue, et à travers un projet que le CIRM de Montpellier a mené sur les îles Kerkena en Tunisie, au large de Sfax, dans le cadre d'un financement de l'Union européenne. En fait, le projet au départ était assez large, c'est-à-dire qu'il était destiné à contribuer à la création d'activités ou développement d'activités sur une île dont une des problématiques est l'exode des jeunes. Et donc, l'enjeu, c'était d'essayer d'accompagner un développement local, créateur d'activités qui encourage les jeunes à rester sur l'île plutôt que d'aller migrer vers des zones urbaines où le taux de chômage est important. Et dans la démarche initiale de diagnostic, d'inventaire, d'animation qui était destinée à identifier les activités dans lesquelles il peut y avoir matière à création d'entreprise, ont émergé, alors évidemment, des propositions assez classiques de développement du tourisme, notamment dans ces îles qui sont encore remarquablement riches de biodiversité, etc., mais menacées fortement par les plastiques, a émergé l'idée qu'il fallait justement essayer de lutter contre ce fléau, lui-même étant un obstacle au développement d'autres activités comme le tourisme. Et les acteurs locaux, et c'est tout l'enjeu de ce projet, c'était de les mobiliser et d'en faire les vrais acteurs du projet, ont imaginé une stratégie Kerkena Plastic Free qui était destinée à améliorer, à lutter contre la pollution dans les plastiques. Et en fait, cette stratégie, elle s'est développée en prenant appui sur des activités de collecte existantes. En Tunisie, de manière générale, et en particulier à Kerkena, les plastiques, qu'ils soient échoués sur le littoral côtier ou qu'ils soient en ville, sont collectés. Ça fait partie des petits métiers, des petites activités dont une partie de la population se saisit pour survivre. C'est ce qu'on appelle les berbéchas. Et ces berbéchas, ils étaient là et ils ramassaient avec les moyens dont ils disposent, et en l'occurrence, pas de moyens autres qu'éventuellement parfois un vélo, mais souvent à pied, etc. Donc, une productivité assez limitée. Si on voulait imaginer travailler sur une filière qui valorise le plastique, parce que c'est ce qui a émergé, il fallait commencer par augmenter la productivité de cette collecte primaire. Et du coup, on a lancé un appel à projet pour que une dizaine d'entre eux se mobilisent et soient équipés. Et là, c'est l'intérêt du projet que d'avoir amené des financements leur permettant d'accéder à des motocyclettes équipées d'une benne de transport et qui ont permis à ces 10 collecteurs, ces 10 berbéchas sélectionnés, qui ont eux-mêmes investi un peu dans l'acquisition de cette motocyclette, ça leur a permis d'augmenter, de multiplier par plus de 10 la collecte en tonnes de plastique sur un an. Et du coup, d'avoir un approvisionnement alors d'un maillon ultérieur de la filière qui existait aussi en Tunisie. Il y a un certain nombre de collecteurs de plastique qui sont agréés par l'administration, l'agence en particulier tunisienne pour l'environnement. Et ce collecteur, on a travaillé aussi avec lui pour qu'il soit en capacité de gérer la quantité supplémentaire de plastique. Donc, on l'a équipé grâce au projet sur la base d'une proposition qu'il a lui-même élaborée, d'une presse
plus performantes. On a également travaillé sur les premières transformations du plastique, et en particulier pour certaines filières déjà existantes. Il y avait la nécessité de pouvoir broyer du plastique et de pouvoir broyer les différentes qualités de plastique, parce qu'en fait, tous les plastiques ne se valorisent pas de la même manière dans les mêmes filières. Et donc, il y a un autre de ces acteurs locaux qui a été accompagné dans la création d'une entreprise de broyage de plastique, ce qui a permis du coup de commencer aussi à exporter de Carquena vers le continent tunisien des premiers plastiques traitables par des filières existantes. Et en fait, on a poursuivi le travail en se disant, bon, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi une filière qui valorise, y compris même l'image de Carquena. Alors là, on est rentré en contact avec une entreprise internationale qui s'appelle Siqual, qui est basée en Espagne, et dont la spécialité est précisément de travailler sur les plastiques marins, en particulier ce qu'on appelle les PET, polyéthylène, et de produire à partir de ces plastiques un fil de plastique qui est utilisable ensuite dans la plasturgie automobile, dans la plasturgie pour les textiles, etc. Alors, j'y reviendrai un peu sur cet aspect-là, parce qu'il y a des aspects ambivalents. Et effectivement, Siqual, qu'on a contacté, s'est déclaré intéressé à développer un contrat avec l'île de Carquena et avec les acteurs de Carquena pour pouvoir traiter des plastiques issus d'une île un peu emblématique, d'une région un peu emblématique, et du coup valoriser à travers le logo Siqual. Et aujourd'hui, vous pouvez voir des spots publicitaires de Fiat, par exemple, qui valorisent le fait qu'il y a des plastiques recyclés dans les volants, en particulier des automobiles. Zara aussi est un partenaire de Siqual. Voilà. Et ainsi, petit à petit, alors je dis ça petit à petit comme si tout avait été un long fleuve tranquille, ça n'a évidemment rien été de tel, mais les étapes se sont enchaînées et la filière s'est peu à peu construite, consolidée, avec les contributions aussi d'acteurs périphériques qui se sont intéressés à cette activité nouvelle. Et par exemple, une entreprise pétrolière implantée aussi alors, au large des îles Carquena, l'entreprise Perenco, qui, dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale, a investi aussi dans le projet, dans les équipements nécessaires pour consolider la filière. Et finalement, il y a un ensemble d'acteurs comme ça qui contribuent à mettre en place et assurer la pérennité de la filière. Et puis, dernière boucle, c'est que récemment, il y a un entrepreneur qui est dans le textile, implanté en Tunisie, qui fabrique des jeans. Et dans ces jeans, il réutilise du fil de l'entreprise Siqual et donc du fil en partie produit à Carquena. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vêtements vendus en Tunisie qui sont fabriqués en partie grâce à alors, vertueux. Voilà. Alors, vertueux, sachant qu'aujourd'hui, la pollution est telle dans la Méditerranée que, de toute façon, il faut collecter ce qu'il y a, il faut essayer de tirer de la mer tous ces plastiques. Mais il y a évidemment un autre enjeu qui est de tarir cette source-là de pollution, c'est-à-dire d'éviter que les plastiques se retrouvent en mer. Alors, en Méditerranée, ça multiples enjeux et de multiples sources. Mais dans le cadre du projet, c'est une dimension que je veux souligner quand même parce qu'elle est importante, on s'est aussi attaché à travailler sur cet aspect. C'est-à-dire que il s'agit d'éviter qu'on finisse par légitimer de la pollution au titre de l'activité économique qu'elle autorise et des emplois qu'elle permet de créer. Et donc, dans le même temps, et les mêmes acteurs, c'est-à-dire le collecteur agréé, le broyeur, se sont engagés aussi dans des démarches de sensibilisation aux attitudes, aux comportements qui préviennent la pollution. Comment éviter la pollution? Comment, lorsqu'on utilise des plastiques, faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans l'environnement, en particulier dans la mer?
Et donc, il y a eu toute une démarche de sensibilisation, d'éducation auprès des jeunes via des associations locales dans lesquelles se sont engagés les acteurs de la filière. On pourrait dire presque contre leur intérêt, en tout cas à très long terme. Mais pour le coup, je disais, il y a de toute façon suffisamment à faire avec ce qui est déjà en mer. Mais on n'a pas oublié la dimension prévention des pollutions à travers les générations, l'éducation des générations qui viennent, à travers aussi des actions un peu plus concrètes de substitution du plastique par d'autres composés dans les activités, et en particulier la pêche, avec l'utilisation de nasses de matériaux différents, en particulier de nasses métalliques. Bref, voilà, l'enjeu, c'était pas simplement de parer au plus pressé, si je puis dire, et de développer une économie basée sur une ressource dont on voudrait bien qu'elle se tarisse. Mais en attendant, et donc on a travaillé aussi sur justement la perspective du tarissement de cette ressource. Voilà comment, dans le cadre d'une démarche un peu globale, territoriale, comme celle qu'évoquait Théodore Miano tout à l'heure, on peut effectivement mobiliser des acteurs et générer de l'économie, des emplois, tout en perdant pas de vue la considération de l'État. Merci, c'est vraiment très intéressant. Et un modèle comme ça qui fonctionne dans la contrat territorial, multi-acteurs, dans quelle mesure des projets comme ça peuvent être dupliqués ailleurs? La Carquena, mais est-ce qu'on peut imaginer que le même modèle, la même méthodologie puisse être développée dans d'autres villes et peut-être aussi avec des échelles plus importantes? Alors, c'est la perspective dans laquelle on travaille actuellement. C'est un projet qui s'est conduit entre 2017 et 2022 à Carquena, donc qu'on a clos récemment. On a clos parce que la filière a été installée, même si elle demande encore quelques consolidations. Et du coup, on s'est aussi adressé à des acteurs de niveau plus général pour proposer de dupliquer, alors que ce soit dans des contextes iliens, comme à Djerba par exemple, ou dans d'autres secteurs côtiers en Tunisie, mais ailleurs, ce type de projet. Et actuellement, on est en train de discuter avec des bailleurs. J'ai évoqué la Bird parce que c'est un des bailleurs avec lesquels on est en discussion. Et d'autres acteurs, y compris des collectivités territoriales, parce que finalement, c'est une problématique qui est tellement commune au pourtour méditerranéen que c'est probablement une thématique à enjeu de coopération décentralisée entre des villes ou des régions de l'espace méditerranéen. On a sur ce sujet-là développé des discussions avec la région sud, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est active dans le domaine de la coopération décentralisée en Méditerranée. Et voilà. Et pour l'instant, on est en train d'essayer de réunir des acteurs qui auraient, eux, les moyens de soutenir ce même type de démarche, alors qui demandent à la fois des investissements, et au fond, financer les investissements, c'est pas le plus compliqué. Financer des presses, des engins de collecte, etc. Par contre, c'est des démarches qui, sur le plan de l'animation locale, sont aussi très exigeantes. Je vais présenter en disant c'est pas un long fleuve tranquille, mais sinon, il y a un gros investissement à faire sur le terrain en animation pour que ce ne soient pas des projets qui soient plaqués sur la réalité existante. Pour que, je ne l'ai pas évoqué, mais les municipalités soient impliquées, le tissu associatif, mais les structures de l'État aussi, parce qu'il ne s'agit pas de mener ça indépendamment de l'administration locale. Donc, tout ce travail-là d'animation locale pour que, effectivement, autour d'une stratégie, chacun y apporte sa pierre, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et là, pour le coup, des fois, c'est moins facilement finançable. Merci.
Alors, moi, j'ai juste une question parce que on a beaucoup d'études prospectives, enfin, dans le budget, il y a le plan bleu qui régulièrement réalise des rapports. Je voulais savoir, vous, le rapport, c'est MED 2050, et pour lequel le SIAM a été aussi associé dans certaines parties. Dans quelle mesure, vous qui êtes des acteurs de la formation, alors de l'enseignement supérieur, mais aussi des acteurs de la formation des cadres dans les ministères, comment vous intégrez justement ces enjeux prospectives dans les formations? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour lequel on peut davantage sensibiliser les acteurs dans les communautés côtières de la pêche, justement sur ces données prospectives qu'on a aujourd'hui? Parce que c'est souvent, on a l'impression que ces rapports, ces études restent à des niveaux parfois un peu voilà, macro et ne s'insèrent pas peut-être directement dans le quotidien des gens, dans les communautés de pêcheurs ou même chez nos étudiants. Est-ce qu'ils ont aussi conscience de ces enjeux-là? Est-ce que nous, nos formations intègrent ça ou en tout cas, est-ce qu'on considère ces enjeux prospectifs? I think that, especially from what the colleagues have said till now, the real approach of SIAM, it's really wide and articulated in different aspects. So the idea of our hybrid nature of connecting the educational program, starting from the vocational training, training for individuals that are in the administration, public servants, and so on, but also scientists, together with the research, which is the engine of all the activity, because we very much orient our project onto research and development approaches in order to have innovation, continuous innovation, which is not only to invent new things, and then also in the cooperation project, the programs. Therefore, the idea is then to connect the communities together and to have a shared and common vision of the problem, even though coming from different part of the same system, regional system, or with different backgrounds. So the idea also of our action is to put together, individuals, communities that are very different. It's a really multi-stakeholder approach, connecting operators, technicians, political figures, administrators, communities, municipalities, and everything else, in order to have a real background, a real possibility of application. The last thing I want to say, which is very important related to our approach, is the fact that we very much enhance and stimulate the exchange of knowledge that we have, in all the system and among all the operators. Because, for example, the idea of having projects in which fishermen, can share their techniques, not mentioning the one is better than the other, but the different approaches related to tradition, to local experiences, to heritage, and so on. So we really complement our projects of a cultural background, social background, which I think is extremely important. This is most of our action. And the last thing is also the ambition to say that the experiences that we put together and we have in the Mediterranean can have also the possibility to be, used as a model, as a reference model, with different approach for other geographical and regional systems. And we already have some experience in Central Africa, the coastal level in Central Africa. Oui, je voudrais ajouter pour continuer un peu la discussion que nous savons encore de points forts de l'institution. Nous sommes très flexibles. Nous touchons pas seulement qui sont des cadres, qui sont des personnes qui sortent de l'université. Nous sommes en contact avec, je dirais, presque toute la chaîne, l'écosystème professionnel pour chaque activité. Ça veut dire, pour nous, c'est relativement facile de parler avec des politiciens, de parler avec des responsables des institutions internationales, de parler avec des jeunes, de parler avec des universités, des centres de recherche, des femmes, de tous les collectifs qui ont quelque chose à dire
et nous sommes capables de prendre toutes les idées, tous les sujets qui sortent et les introduire d'une façon ou d'une autre façon dans nos activités. Parce que nous avons le master comme des activités centrales, qui n'est pas facile de changer. Quand même, on essaie de le faire. Mais on a, comme je disais tout à l'heure, les cours avancés, mais on fait des séminaires ouverts, par exemple des séminaires avec des femmes, des jeunes qui sont des collectifs pour lesquels, en général, nous avons une sensibilité spéciale. Et nous entendons ce qu'ils demandent, nous sommes à l'écoute. Il n'y a pas trop des institutions, qui est la sensibilité et la capacité d'entendre toutes les voix, et puis voir comment intégrer toutes ces voix dans ces activités. Nous pouvons faire, et nous faisons des séminaires techniques, nous pouvons inviter, nous pouvons choisir un sujet et nous dire, par exemple, le futur de la pêche dans la Méditerranée, 30 ans plus tard, pour possibilités pour accomplir les objectifs de développement durable pour la pêche et convoquer aux experts de différents pays, de différents. Donc, ça veut dire nous avons les moyens et nous sommes en train de les faire. Donc, je crois que de ce point de vue, nous sommes bien placés pour développer notre mission de coopération parce qu'on est pratiquement en contact direct avec les acteurs, les délégués du pays qui participent 2 fois par an dans les réunions du conseil d'administration. Donc, je crois qu'on peut encore aller plus loin, si vous voulez, mais on est bien placé. Et on aimerait être encore plus actif dans ce qui est, vous disiez tout à l'heure, la prospective, faire une analyse des scénarios, pour voir comment être encore plus efficace par rapport, par exemple, au changement climatique qui est en train d'influencer et qui va être encore, parce que la Méditerranée se chauffe spécialement par rapport à d'autres mers ou océans, et ça va affecter énormément ce qui est la pêche, l'halieutique, même le développement de son côtière, ça se passe rapidement. Donc, il faut s'avancer, il faut avoir conscience de comment on va. Ouais. Donc, nous sommes déjà très, très conscients de tout ce qui est le changement climatique et comment c'est en train d'affecter. Mais nous voulons incorporer aussi la partie pêche halieutique dans notre réflexion. Par le moment, nous sommes un peu plus, moi je parle de ça, nous sommes un peu plus, comment dire, centrés, spécialisés dans ce qui concerne la production animale, ce qui concerne la production végétale, parce qu'il y a aussi un problème de mitigation, il y a un problème de émissions. Mais nous ne voulons pas laisser de côté la pêche, l'agriculture et faire un truc spécifique sur ça. Moi, je vais évoquer deux exemples qui traduisent notre souci, effectivement, de sensibiliser à des enjeux de prospective. En tout cas, ce que la prospective nous dit des scénarios possibles du futur. Le premier, il est lié à un partenariat qu'on a avec le Plan Bleu, qui est l'association française qui a été mise en place dans le cadre de la Convention de Barcelone, justement, et qui se livre régulièrement des exercices de prospective. Et il y en a un qui est en cours et qui est en phase de se boucler. Il y avait d'ailleurs participé. Et avec d'autres collègues de Montpellier. Et en fait, l'an dernier, alors que le processus était en cours, on a impliqué nos étudiants dans un travail de prospective, c'est-à-dire qu'on les a, avec l'appui d'un collègue du Plan Bleu, qui supervise la démarche actuelle, on les a mis au travail, on les a confrontés à l'exercice de prospective pour nourrir aussi les réflexions en cours. Et cette année, on a réédité, alors sous une forme un petit peu différente, ce type d'exercice, un peu différente parce que la démarche a évolué au niveau du Plan Bleu. Aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont construits. Et donc là, on a confronté les jeunes à des scénarios qui ont été construits. Et afin que là aussi, ils réalisent que tel ou tel scénario pouvait avoir comme incidence dans des pays particuliers dans le plan du Siam. On s'est amené à travailler sur 3 pays, la Turquie, le Maroc et l'Égypte. Et
en prenant deux scénarios assez contrastés, comment vous imaginez le futur de ces pays-là si tel scénario advient, et qu'est-ce qui vous semblerait nécessaire de soutenir pour que les scénarios n'adviennent pas, et au contraire des scénarios plus optimistes selon ce que nous l'avons réciproquement, sachant qu'il y a quand même des scénarios optimistes. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, donc là qu'on a initié il y a 2 ans, qu'on poursuit chaque année, de façon à ce que effectivement nos étudiants soient aussi confrontés très directement à des travaux de chercheurs, à des travaux de bon niveau qui se posent la question de venir de la méditerranée. Le deuxième exemple, c'est alors là du coup c'est dans le cadre d'un projet qu'on a mené dans lequel on était associé avec une coordination qui était assurée par l'acteur belge en l'occurrence, là encore sur des financements de l'Union européenne. On s'est interrogé sur le futur de la ruralité dans l'espace européen. Et pour ça, on a travaillé avec des plateformes d'acteurs qu'on a installées dans un certain nombre de pays. Alors, la problématique méditerranéenne était traitée dans certains pays et pas dans d'autres, parce que c'était cette règle de pays importants au niveau européen. Et dans ces plateformes d'acteurs, les gens qu'on regroupait étaient justement confrontés à des travaux de prospective et étaient amenés à réagir de façon à ce que aussi eux produisent des analyses, c'est-à-dire qu'ils s'imprègnent de ces travaux, de ces résultats, et en même temps les travaillent, les incorporent aussi leur propre expérience, leur propre vision, leur propre projet pour formuler des attentes, des préconisations qui soient intégrables dans la conception des politiques publiques à venir. Et c'est en ça que ça intéressait l'Union européenne, ce type de projet, c'est que finalement, ça participe de la réflexion qui se conduit à ce niveau-là sur la conception des politiques publiques, pardon, avec l'intégration des points de vue d'acteurs sur le terrain. Voilà, c'est un autre moyen. Et ça, là, j'ai évoqué le terme de plateforme d'acteurs, c'était le terme retenu dans le projet, mais aujourd'hui, une autre manière de désigner un peu ces espaces dans lesquels on va amener les acteurs locaux dans leur diversité à réfléchir ensemble et à produire, c'est un peu aussi les living labs, et à imaginer des futurs possibles ou des innovations, des nouvelles manières de travailler, etc. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très présent dans notre projet de Promet, comme le disait le secrétaire général, dans les projets de recherche et de développement, et ça traduit bien cette volonté d'articuler dans la conduite d'un projet, même de recherche, une dimension d'action fondée sur l'expérience des acteurs, les connaissances qu'ils produisent, leur légitimité, et ainsi cheminer vers des positions qui sont étayées à la fois de point de vue d'acteur et de point de vue d'académie. Merci, merci beaucoup. Après, moi, j'ai juste une dernière question. Et ensuite, je vous donnerai à chacun le mot de la fin avec peut-être une des forces que vous voudriez qu'on retienne de cet échange. L'économie bleue durable, c'est aussi savoir parfois transformer des problèmes en opportunités. Et alors, il y a une initiative assez intéressante que vous avez à Montpellier autour du crabe bleu, qui est une espèce invasive qui au départ était un problème pour les pêcheurs puisqu'on l'appelait le crabe Daesh. Il avait tendance à tuer tout, à massacrer tout autour de lui, mais il y a des initiatives qui peuvent voilà, justement transformer des problèmes en solutions. Alors oui, c'est un autre exemple aussi de comment faire face à une réalité, en l'occurrence là, écologique, qui est problématique, avec une espèce qui est envahissante, comme on le désigne, qui est en train de supplanter, du coup, qui constitue aussi une ressource. Donc, là, finalement, il y a eu effectivement un travail pour accompagner certaines initiatives de transformation et de production de soupes à base
le crabe bleu. Donc, il y a des unités aujourd'hui maintenant qui existent. Mais en fait, autour de la Méditerranée, il y a eu comme ça différentes expériences de travail sur la manière de faire avec le crabe bleu, d'en réduire la pression. Une des initiatives sur laquelle on a travaillé récemment, pour l'instant sans avoir réussi encore à la concrétiser, c'est un peu dans l'esprit de ce qui a été évoqué sur les portes, c'est-à-dire en fait, faire un réseau de clusters autour de ces initiatives en Turquie, en Espagne, en Tunisie, etc., qui se sont préoccupés et qui ont trouvé des formes originales de travail, de façon à ce que, aussi, et c'était ce qui était évoqué très justement par Théodore Romero, c'est-à-dire comment, à travers le partage d'expériences, on se nourrit des succès ou des échecs d'ailleurs des uns et des autres et comment on capitalise sur ça pour aller un peu plus loin et consolider les expériences, leur donner aux acteurs que sans ça, ils n'auraient pas. This issue is extremely important from many point of view, side one, side of the theory. The occurrence of new species, it's one of the effects of the climate change, of course, and it's also an effect of the changes, trades and everything, mobility of minerals, winds, products, and so on. So this sometimes in history comes as with a very strong impact, like in this case. So there are many communities that are facing this problem in the Mediterranean. Some of them were able to organize clusters, organize communities in which they can think of developing a chain, a production chain, somehow, a value chain, in order to transform the problem in resources. Of course, with the limitations, problems, and so on. In some other cases, they only see as threats, as only see as problems, because most of the fishermen, for example, have their nets completely broken, and therefore they cannot, they really don't know what to do because they are not able in remote places, for example, to put together different stakeholders in order to develop really possible things. So this can be one of our role, the reason why our presence, the capability we have, the flexibility to put together different stakeholders may help developing and transforming the problem into a new resource. Donc, ce serait votre recommandation finale. Que le CIAM soit un acteur avec les conditions d'un dialogue et d'une collaboration pérenne sur ces sujets-là. 61 years experience. Bon, de ma part, je voudrais évoquer un aspect qui n'a pas été jusqu'à maintenant traité de façon spécifique. Vaut la peine, qui peut-être nous, SIA, nous pourrions faire quelque chose. Il s'agit de la pêche artisanale. La pêche artisanale, c'est un modèle historique, classique, durable, mais qui est menacé. Et peut-être c'est le symbole ce qu'on pourrait faire, mais malheureusement, la prospective, c'est pas favorable. D'un côté, il y a un problème de rentabilité économique. De l'autre côté, il y a un problème social. On n'a pas trop parlé de la partie sociale. Il y a un problème pour recruter des jeunes, pour incorporer plus de fonds. Il y a des fonds, ils sont très actifs. Quand même, le faire plus actifs. Et puis, la Méditerranée, il y a un problème territorial dans la Méditerranée. Ça se voit spécifiquement dans quelques pays, en Espagne, etc. Parfait, parce que le territoire où se développe la pêche artisanale est menacé par un tourisme parfois un peu sauvage, par une occupation du littoral qui pousse le reste des activités dehors, par l'halieutique parfois, par la production à grande échelle qui réduit les coûts, qui fait que l'efficience soit peut-être parfois la plus importante variable. Donc pour nous, ce serait important d'essayer de défendre ces modèles et un modèle historique ancré
dans la réalité sociale de beaucoup de communautés. Les pêcheurs, normalement, les petits pêcheurs sont bien organisés, il y a une communauté de pêcheurs. C'est vrai que la relation parmi eux, c'est pas la meilleure. Donc, il faudrait faire un effort. Et puis, il y a une connexion avec la gastronomie. C'est un truc important aussi pour Sion. Considérer que tout ce qui est le développement agroalimentaire, inclus la pêche, doit être connecté avec notre gastronomie, avec notre diète méditerranéenne. Donc, ça serait, nous avons là l'opportunité de connecter mieux, notre mieux, parce qu'on ne parle plus d'autres produits. Hein. On pense plus de. Je ne veux pas, tous les produits sont importants. Mais je crois que nous pouvons faire, comme s'il y a aussi un effort pour montrer la connexion entre pêche artisanale, la valeur sociale territoriale et la pêche artisanale, la connexion avec la gastronomie locale qui est très importante, qui fait partie de la culture méditerranéenne. Et donc, connecter ça avec un état de vivre, c'est la Méditerranée. Finalement, nous pouvons connecter, nous avons la liberté et nous avons la légitimité de connecter les aspects plus productifs avec les aspects plus culturels et les aspects qui peuvent donner au reste. C'est vrai que nous sommes vulnérables, mais en même temps, beaucoup de gens de tout le monde veulent habiter dans la Méditerranée. Pourquoi? Pourquoi les gens de toute l'Europe, par exemple, du nord, du centre, veulent passer de plus en plus de temps dans la Méditerranée? Il y a une qualité de vie. Et on ne peut pas perdre, ils sont un peu des éléments clés pour que ces qualités de vie puissent se maintenir. Et malheureusement, s'il n'y a pas des institutions qui gèrent, qui s'occupent de ces aspects culturels, de ces aspects environnementaux et sociaux, il y a un risque qu'ils sont des tueurs. Ce qui était la Méditerranée, un espace de communication, d'ouverture de création culturelle, de création philosophique, de création de la joie de vivre. Parce que là, je vois que nous avons une opportunité à développer, parce que je ne sais pas seulement la science, c'est important. La science, c'est un instrument. La technique, c'est un instrument au service, d'être au service d'une philosophie de vie. Et je vois que nous, si nous sommes très bien placés pour offrir au reste du monde comment connecter tous ces éléments, que d'ailleurs, on les considère un peu séparés, mais nous pouvons les intégrer de façon vraiment très solide. Et oui, vraiment, merci d'avoir fait ce lien avec la gastronomie, mais on peut dire vraiment un patrimoine culinaire spécifique à la Méditerranée. Effectivement, la pêche artisanale, elle a Merci. Merci. Thierry, le mot de la fin? Y a-t-il un mot de la fin Non. s'agissant de ce genre de sujet? Non, mais juste peut-être dire très, très rapidement que effectivement, toutes ces initiatives, elles demandent du partage, elles demandent de la coopération, elles demandent de la connaissance, qu'elle soit produite par l'univers académique, qu'elle soit produite par les acteurs. Et finalement, le SIAM, par son essence même, une organisation intergouvernementale qui travaille sur le champ de la formation, de la recherche, du développement, avec des populations d'étudiants qui viennent de tout pays, où on accueille chacun de nous des étudiants qui passent 1 an, 2 ans, en venant de différents horizons, avec des cultures différentes, de confessions différentes, etc., et qui apprennent à travailler ensemble, qui se confrontent à des réalités avec chacun les points de vue. Et c'est un outil formidable, effectivement, pour promouvoir cette coopération et une coopération qui donne toute sa place à la diversité, parce que ça aussi, c'est un enjeu essentiel. On a parlé aujourd'hui comment préserver la biodiversité, et maintenant comment préserver la diversité qui est essentielle à la survie de cette planète. Merci à tous. Bon, donc le webinaire depuis la COP28 sur l'économie bleue est terminé. On essaiera de mettre sur le site internet du SIAM l'essentiel des projets qui ont été présentés. Et voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, au revoir. ¿Sabes una foto, Andrea? Ah.